Allez, salut à tous, bienvenue une fois encore sur ce festival Bon. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve à l'occasion d'une table ronde, ici même en plein cœur d'Albi. Le sujet, bien, ça va être l'impact de l'alimentation et de l'agriculture sur la planète. Alors bien sûr, vous l'avez remarqué, on va avoir nos invités ici même autour de la table. Quelques-uns que vous connaissez déjà, hein. Je vous rappelle, sur une précédente table ronde, on s'est retrouvé avec Jean-Michel Bois. Bonjour Jean-Michel, de nous retrouver ici même, merci beaucoup. Délégué au développement durable, à l'agriculture urbaine et à l'alimentation, pour le coup. Vous nous avez notamment parlé lors d'une précédente table ronde du PAT, pour le coup, c'était très intéressant. Aldou Masso, vous êtes ici directeur, direction prévention, valorisation des déchets et propreté de la communauté de l'agglomération de l'Albigeois. Merci de nous rejoindre. Face à vous, vous allez avoir Jean-Philippe de Cantavélote. Ça nous fait plaisir de te voir ici. Et puis Fabrice Gasse, qui est notre écaillé, qui va nous parler, je dirais, de la mer. On veut dire que tu es l'homme spécialisé dans le iodé. C'est bien ça? Voilà. Alors pour commencer, messieurs, eh bien, si vous souhaitez dire un petit mot concernant ce sujet, sinon on va passer de suite à la première question. Quels sont les principaux impacts environnementaux de l'agriculture intensive et de la production alimentaire industrielle sur le climat et la biodiversité? Jean-Michel, on vous écoute. Oui, bonjour. On le connaît tous, hein, les facteurs de gaz à effet de serre. L'agriculture partage le trio de tête avec l'industrie et les transports. Et quelque part, c'est vrai que cette agriculture qui a été le modèle qui a fait que l'on a pu nourrir la planète aujourd'hui, même s'il reste encore quelques trous dans la raquette et que malheureusement, quelques millions de gens n'ont pas accès à de la nourriture abondante en quantité suffisante. Cela reste quand même un facteur de pollution. Et pour revenir sur le plan local, puisque moi je ne suis qu'un élu local, mais c'est pour cela que depuis 2014, nous avons inscrit dans le cahier des charges de la ville d'Albi l'agriculture urbaine comme une compétence et sur laquelle nous avons travaillé avec vraiment le premier vecteur qui nous a intéressés, c'est le bilan carbone de ce que nous proposons à l'alimentation des Albigeois. C'est comment on fait pour raccourcir cela. Alors c'est venu simplement d'un constat de la ceinture verte des villes, parce que l'autosuffisance des villes en France existait. Au 19e et au début du 20e siècle, Albi avait une ceinture verte, mais Paris avait aussi une ceinture verte. On alimentait les Parisiens avec ce qui était produit en Île-de-France. Et je crois qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle, avec sa logistique très, très performante, a proposé et a un petit peu dérégler tout cela. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés à la ceinture verte d'Albi, puisque, voilà, je le redis, on est sur une compétence albigeoise. Et comment faire pour que les aliments ne fassent pas des milliers de kilomètres avant d'arriver dans les assiettes des consommateurs locaux. Merci beaucoup. Quels sont les impacts effectivement sur le climat, sur la biodiversité? Fabrice, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors, au niveau des produits de la mer, l'impact de l'agriculture un petit peu intensive, que je pense, on peut parler d'agriculture un petit peu intensive, on va le retrouver surtout le long des côtes des estrons, parce qu'en fait, tous les produits, les intrants, vont se retrouver dans les rivières. Et au bout de la rivière, bien sûr, il y a l'océan. En fait, les produits de la mer, c'est les seuls produits qui sont naturels, sans parler d'agriculture biologique ou de biologie. C'est les seuls produits qui sont naturels. Et on a de plus en plus, bien sûr, comme vous le savez, du plastique, énormément de plastique dans les océans. Les poissons vont ingérer ce plastique et ça va se retrouver, bien sûr, dans l'alimentation humaine. Donc c'est un petit peu dommage, voilà, d'arriver à tous ces produits, tous ces plastiques qui vont se retrouver dans l'océan, les produits phyto, tout le truc qui vont se retrouver aussi dans l'océan, qui vont causer un petit peu des problèmes au niveau des coquillages, pas mal. On a ces problèmes d'algues aussi au niveau en Bretagne, beaucoup avec les algues vertes qui sont avec ces nitrates utilisés énormément. On a quand même pas mal de problèmes dans ces produits quand même qui devraient être encore plus naturels que cela, quoi. Merci beaucoup. Alors du coup, Aldou Masso, on va se tourner vers vous. Quelles sont les potentialités pour régler ces problèmes, pour éviter que les plastiques ne se retrouvent dans les mers? Eh bien, tout simplement, bien les trier. C'est un peu ce qu'on préconise et ce qu'on met en place pour les ménages du territoire, les foyers du territoire. Aujourd'hui, une bonne part des emballages qu'on collecte sont issus de l'emballage de produits alimentaires. Depuis début janvier 2023, tous les emballages se trient dans le bac jaune. C'est-à-dire qu'avant, on faisait une distinction
avec les bouteilles et flaconnages, maintenant, absolument tous les emballages peuvent se trier et donc être à minima valorisés. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Michel? Oui, toujours pour rester à l'échelle locale. Ici, nous avons la chance d'avoir une cuisine centrale qui est un restaurant, mais qui est un bras armé de la collectivité, puisqu'il s'agit d'une régie municipale. Et c'est donc là où peuvent s'exercer les choix des élus. Et par exemple, pour éviter les déchets de l'emballage, nous avons acheté il y a 3 ans maintenant 7000 caisses plastiques. Et puisque nous avons travaillé aussi avec l'agriculture locale, c'est-à-dire qu'on a 24 conventions avec des producteurs locaux à moins de 60 km d'Albi, eh bien, à ces agriculteurs, on leur propose chaque année, non pas d'acheter des emballages, mais de leur fournir les caisses. Donc l'idée, c'est qu'ils nous amènent les caisses pleines, ils reprennent des caisses vides. Et très naturellement, on est tombé à 0 déchet aujourd'hui au niveau des emballages. Et la deuxième chose que nous avons faite, puisque nous avons aussi une légumerie dans la cuisine centrale, c'est-à-dire qu'on traite les légumes bruts, on a donc beaucoup de déchets verts. Et à partir de là, avec l'aide du service d'Adouma, on a mis en place un biocomposteur géant, puisqu'on traite 18 tonnes de déchets verts par an, que l'on transforme en 5 tonnes d'intrants que l'on remet dans nos terres de notre régie municipale maraîchère. Et ainsi, la boucle est bouclée. Et d'un déchet, on en fait une ressource. Et on fait tourner tout ça pour que ça revienne à l'état dans lequel ça devait être. Et ensuite, tout le travail avec les plastiques aussi. Aujourd'hui, on n'a plus de plateaux, on a des plateaux réutilisables au niveau du service. On n'utilise plus de plastique dans la cuisine centrale. Donc, mais c'est un travail long, compliqué. Il faut de la volonté et il faut des services compétents aussi pour pouvoir le mettre en place. Oui, et pour le coup, pour notre part, juste pour ne parler que de nous, lorsqu'on est sur le festival, vous nous accueillez chaleureusement et on utilise effectivement les couverts qui sont recyclés, qui sont renettoyés, les assiettes, etc., qui sont en plastique dur mais qui sont réutilisés. Aldouma, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste effectivement pour compléter ce que disait M. Boite sur finalement la prévention des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc effectivement, même au niveau des ménages, il vaut mieux éviter la production du déchet plutôt que d'avoir à le trier et à le recycler. C'est plus vertueux. Donc, par exemple, boire de l'eau du robinet. L'eau du robinet est très bonne, en particulier à Albi. Acheter ces produits en vrac quand on le peut, ça permet aussi d'éviter la production d'emballage. Exemple. Alors, notre stand ici présent peut vous donner aussi moult conseils en la matière. Tout à fait, c'est le stand sur lequel on était avec Antoine tout à l'heure, notre animateur ici même sur le festival, où on faisait une petite vidéo récapitulative du tri des déchets avec une réalité virtuelle. C'est très intéressant. Tu nous parlais de consignes tout à l'heure, Fabrice. Vas-y, prends ton micro. Pardon, vous parliez tout à l'heure qui ramène les contenants. En fait, c'est la consigne. On revient à ce qu'il y avait dans ma jeunesse, il y a 40 ans, quoi. Il y a 40 ans, on avait la consigne, on ramenait sa bouteille et on reprenait sa bouteille. C'est tellement simple. Oui, tout à fait. Repartir dans les anciennes méthodes. On a parlé de la proximité de l'alimentation, d'aller la chercher à quelques kilomètres seulement. Ça nous rejoint sur les gaz à effet de serre, ces fameux gaz à effet de serre dont on peut parler avec toi pour commencer, Jean-Philippe, puisque toi, dans tes élevages notamment, eh bien, tu prônes le gaz à effet de serre réduit justement dans l'alimentation de tes animaux. Parle-nous-en. Oui, donc bonjour à tous. Donc, Vaillard Jean-Philippe, je suis producteur de lait, producteur de céréales. Et je suis président d'une coopérative qui s'appelle Cantavelot, donc où on a eu un projet fou il y a 14 ans, où on a regroupé 30 producteurs pour déjà d'une part reprendre le commerce en main. Quand on parle d'impact carbone et tout ça, nous on est directement concernés parce qu'effectivement, on est reparti sur une valorisation de nos produits sur notre territoire. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a plus nos produits qui font des kilomètres. On s'aperçoit qu'en fait, on arrive à commercialiser, à valoriser nos produits majoritairement sur l'Occitanie, on va dire. Après, effectivement, on a une partie de notre commerce qui est un peu sur Paris, mais qui aujourd'hui, on essaye de le diminuer pour revenir à nos sources. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Après, sur la partie de l'alimentation de nos animaux, pour avoir, je vais dire, un produit noble dans notre assiette, avant, il faut qu'il y ait une partie avec nos animaux, qui soit à partir du moment que nos animaux sont bien nourris. Effectivement, quand on parle du bien-être animal, nous, on est dans une démarche qui s'appelle la démarche Bleu Blanc Cœur. Certains nombres la connaissent. Aujourd'hui, ce qui nous permet, avec ce schéma de l'alimentation, c'est d'avoir l'équilibre oméga 3, oméga 6 sur toute la période de l'année. Et on s'aperçoit que nous, sur nos produits, la qualité de nos produits,
on est éleveur, on est passionné par ce qu'on fait. Mais c'est surtout, en fait, le schéma, on fait du lait de printemps avec nos animaux toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait que les animaux sont à l'extérieur sur une période printanière jusqu'à, on va dire, une partie de l'été, mais sur la partie hivernale, on avait un problème là-dessus où on voyait la différence de nos produits qui étaient faits quand on produisait du lait d'hiver, forcément avec des schémas d'alimentation qui, moi le premier à l'époque, je n'étais pas forcément dans la bonne direction. J'en parlais avec Mika hier soir, où quand j'ai repris l'élevage chez moi, mon père était dans une démarche bleu blanc déjà auparavant sans le savoir. Parce qu'il avait un schéma d'alimentation et moi, jeune, fougueux, quand je suis arrivé sur mon exploitation, j'ai dit à mon père, non, on va faire du maïs, du soja, et on va... Puis je me suis aperçu que finalement, je partais au casse-pipe, parce qu'on faisait beaucoup de lait par animaux, mais on avait des problèmes de santé des animaux derrière. Moi, cette démarche, je vais dire, depuis que j'y suis, chez moi, facture à l'appui, chez moi ou chez mes copains qui sont dans la même structure que moi, aujourd'hui, les frais vétos, c'est moins 50, moins 60%. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les éleveurs, je veux dire, c'est pas qu'on ne travaillait pas bien avant, c'est-à-dire qu'on avait des choses qu'on avait oubliées. Alors, quand j'entends parler sur la partie du recyclage et tout ça, donc sur les consignes, c'est un peu comme chez nous. Nous, en fait, on ne parle plus de consignes, mais on parle de revenir à des choses réelles sur le travail, ou en fait avoir une réflexion plus galopée sur le volume. Moi, ce que je réfléchis sur ma coopérative, c'est qu'aujourd'hui, que tous mes éleveurs vivent dignement de leur métier et en faisant des choses simples. Alors effectivement, on a des gens qui nous accompagnent. La démarche Bleu Blanc nous a énormément accompagnés. On est HVE4, l'ensemble de nos producteurs sont HVE4. Mais c'est uniquement en prenant à la base l'alimentation de nos animaux. Donc voilà. Sur toute la partie recyclage qu'on parlait tout à l'heure, alors ça, c'est une grosse réflexion à Cantavelotte parce qu'aujourd'hui, effectivement, bon, nous, on fait du lait acheté, du fromage, du yaourt, de l'aligot. Aujourd'hui, dans l'alimentation, majoritairement, tous nos emballages sont comment? En plastique, même, on est d'accord. Sur la réflexion sur les yaourts, aujourd'hui, on a une réflexion sur les pots de yaourt. Pourquoi pas demain passer avec du verre? Le problème, c'est que la partie verre, soit on consigne, sinon derrière, on part sur des tarifs qui sont x3, x4. Parce que déjà, sur le transport, quand on transporte une palette de pots de yaourt plastique, ce n'est pas le même poids que quand on porte. Donc sur le transport, on a des impacts carbone et tout ça. Derrière, on a eu une réflexion sur le carton, sur les pots de yaourt. Il faut savoir que le carton par lui-même, il n'est pas étanche. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le rendre étanche? On le paraffine. Donc quand on parle de recyclage d'un produit, derrière, le pot à yaourt paraffiné, c'est pire à recycler qu'un pot en plastique. Donc je veux dire, aujourd'hui, voilà, et je pense que dans tout ce qui est agroalimentaire aujourd'hui, c'est vraiment un réel débat à avoir. Alors effectivement, sur les barquettes d'aligot, je pense que peut-être on aurait peut-être trouvé des solutions. Le problème, c'est que derrière, c'est nos amis consommateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre le prix pour avoir, je vais dire, plus de plastique? Nous, on est partant pour avoir des réflexions là-dessus. Mais par contre, il faut qu'on continue à pouvoir vendre nos produits. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'expliquer, on n'est pas là pour parler de ça, mais par rapport au pouvoir d'achat, c'est très compliqué. Donc, il faut qu'on reste dans des... Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel, allez-y. C'est tout à fait ça, et ça rejoint alors une des problématiques de l'outil dont je dispose de la cuisine centrale, c'est de l'expérimentation. Par exemple, pour le gaspillage alimentaire, on sait qu'un enfant, nos principaux clients, 9-10 ans, à la fin du repas, quand ils ont bien mangé de tout, le yaourt, on sait que c'est 120 grammes, c'est la norme internationale. Et sauf que 120 grammes, un gamin de 9-10 ans, quand il a bien mangé, c'est trop. Il va nous en laisser 15-20%. Alors c'est pour ça que nous, on travaille avec une laiterie à Puylaurent. Alors au départ, on était parti, effectivement, on a eu ce souci, on voulait faire des pots de 80 grammes en berre, en les nettoyant. Mais ça nous demandait une telle logistique, un tel travail que c'était infaisable. Alors on a changé la chose, c'est-à-dire qu'on a du yaourt en vrac, qu'on le sert à la louche. La louche, elle est dimensionnée à 80 grammes. Si l'enfant, il en veut, il en a. Mais on sait que c'est tout à fait la quantité qui lui suffit à la fin du repas pour éviter le gaspillage. Mais tout ça, c'est du boulot en plus. C'est beaucoup plus simple de faire une liste de commandes et de commander vos pots de yaourt sans se soucier du déchet qu'on aura derrière. Mais si on veut avoir un travail efficace et efficient, c'est par là qu'il faut en passer. Et la deuxième chose que vous dites, c'est
Ce bon sens, il est aussi lié à la saisonnalité. À Albi, on a mis en place un marché qui est un peu le démonstrateur de ce que pourrait être une agriculture locale nourricière. C'est-à-dire on a dedans un cahier des charges. Ce n'est pas un marché bio, mais tous les gens qui sont sur ce marché, ils ont une charte qu'ils ont signée sur le marché du jeudi soir. Et donc, ils s'engagent, tout ce qu'ils vendent sur le marché, ils en mangent et ils en donnent à leurs enfants. C'est un engagement moral, déjà, ça vaut beaucoup d'écolabels, hein, ce genre de choses. Ils sont à moins de 60 km d'Albi. Ils ouvrent les portes de leur exploitation à qui veut venir visiter. Et ils ne vendent sur le marché que ce qu'ils ont produit sur leur terre. Donc, ce n'est pas des revendeurs. Et derrière tout ça, comme c'est des producteurs, les consommateurs, au départ, étaient étonnés que, par exemple, la chevrière qui fait le fromage de chèvre, à fin février, il y a beaucoup moins de fromage de chèvre parce que les chèvres tarissent et qu'il y a moins de lait. Les gens qui font des pommes, février, il a fini son frigo, il n'a plus de pommes à vendre et il reviendra à la saison de la pomme. Et donc cette saisonnalité aussi, ça rééduque quelque part une compétence qui a été perdue. Parce que l'agro-industrie nous a amené un tel lissage des produits que vous trouvez de tout le temps. Il n'y a plus cette histoire de bon sens de saison. Et c'est un peu là où on marche sur la tête. Et le consommateur, là, clairement, peut être acteur de cette... Mais ça passe par ce genre d'événement où on fait de la formation, parce que les petits qui sont passés là, ils ont vu des choses. Vous leur avez expliqué, vous, en tant que professionnel, qu'un poulet, ça ne grandit pas comme ça, qu'il faut qu'il ait du grain. Et si le grain, il est bon, le poulet, il sera bon, surtout s'il a eu de l'espace un petit peu pour courir. Enfin, toute cette qualité, voilà. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un vivier extraordinaire, hein, de producteurs. Sans oublier la productivité qui s'est mise en place aussi. Un hectare, ça nourrit 20 personnes. Il y a 30 ans, ça nourrissait 7 personnes, le même hectare. Donc on a fait des progrès. Mais il faut faire attention un petit peu à calmer le jeu et à revenir à des choses durables, un peu dans le bon sens du terme, quoi. Merci beaucoup. Vas-y, rajoute si tu veux. Juste par rapport à ce que vous disiez, je voudrais juste rajouter un petit point, moi, sur l'aspect, on va dire, que vous parliez de servir la louche. Alors là-dessus, nous, on a énormément de demandes là-dessus. Je vais prendre un exemple sur du fromage blanc. Le fromage blanc, aujourd'hui, qu'on nous demanderait un seau de 5 kg, 6 kg, pourquoi pas. Là où on discute avec les enseignes et tout ça, où moi, en termes de transformateur, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, mon produit, je le garantis quand je l'amène dans mon seau, d'accord ? Je l'amène dans le magasin, dans mon seau. À partir du moment qu'il est pris avec une louche, qu'il est remis dans un contenant qui, aujourd'hui, dans certains magasins, peuvent être amenés directement par les consommateurs, la problématique qu'il y a derrière, si le contenant qui arrive en supermarché n'est pas dans un état de propreté parfait, si demain, il y a un empoisonnement par rapport aux produits qu'on a mis dans ce contenant, on ne va pas se retourner vers la personne qui a amené le contenant, on va se retourner contre la... Alors c'est là que moi j'essaye d'expliquer aujourd'hui, je suis beaucoup engagé sur des schémas comme ça, sur des discussions de ce type-là, de leur dire attention quand même, pour qu'on limite certaines choses, il ne faudrait pas qu'on se crée d'autres soucis derrière, parce que sur la chaîne du froid, on est très rigoureux chez nous. Le problème qu'on a souvent à cette saison, je prends l'exemple des yaourts, on a des obligations de chaîne de froid à respecter. Le problème, c'est que malheureusement, le consommateur, quand il prend les yaourts, peu importe l'enseigne, avant de rentrer chez lui, s'il les met dans de l'isotherme, c'est moins grave. Bien souvent, il y a combien de produits qui ne sont pas mis dans l'isotherme et qui restent dans la voiture à 40 degrés et qui, derrière, peuvent provoquer certaines choses. Et là, c'est ça que là-dessus, j'insiste que pour vraiment que les consommateurs se rendent compte que ça, c'est primordial sur de l'ultra frais. Il ne faudrait pas que le produit descende en dessous de 4 degrés. Monte au-dessus de 4 degrés, pardon. Voilà. Donc, c'est le contenant aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on part sur beaucoup de discussions comme ça, notamment sur le yaourt, qui va être demain comme le fromage blanc, qu'on pourrait le mettre dans des contenants de 3-4 kilos. Moi, ça ne me pose pas de problème en termes de fabrication, que je le mette dans un dépôt, à la limite, moi ça serait mieux. Mais c'est derrière qu'à partir du moment que nous, on fait ça à la fabrication, il faut que toute la chaîne derrière continue, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout l'intérêt, effectivement, de faire appel à des professionnels, les gens des cuisines qui sont des professionnels en ce sens, justement, et c'est vrai, quand on s'adresse à des particuliers et pour le coup à des consommateurs, on peut les initier, justement, les consommateurs, à aller vers le développement durable dans leur consommation et dans leur façon d'acheter. Comment est-ce qu'on peut les initier? Pour ta part, Fabrice, comment tu vois les choses? Moi, je pense que ça passe par l'éducation, tout simplement. Dans un festival comme ceci, avec tous les producteurs, les artisans, les chefs, qui vont expliquer aux enfants, les enfants vont expliquer aux parents,
Et les premiers prescripteurs, en fait, ça va être les enfants. Donc si on leur, par exemple, pour le poisson, si on leur montre qu'il n'y a pas que le saumon et le cabillaud dans la vie, il existe une multitude de poissons qui sont moins chers, qui sont aussi bons. Et si on leur montre, voilà, en cuisinant facilement un petit poisson pané, par exemple, c'est tout simple, mais un poisson pané avec un poisson frais qui n'est pas cher, c'est peut-être nettement meilleur. Moi, à l'époque, j'avais fait les rencontres iodées à Royan. Il y avait des gamins de 4 ans, je leur ai fait faire un poisson pané avec les meilleurs ouvriers de France qui étaient à côté, qui leur montraient le poisson. On a détaillé le poisson, ils ont pris le poisson dans leurs mains, ils ont fait des petites boules, ils ont mangé le poisson pané. 16 ans après, les enfants, quand je les croise, ils me reparlent encore du poisson pané. Et ils mangent du poisson à la maison alors qu'ils ne mangeaient pas. Donc tout passe par l'éducation. Voilà. Et grâce à la mairie d'Albi, parce que je crois qu'il y a une cuisine centrale qui est assez incroyable, si les enfants mangent bien à la cantine, je pense qu'ils vont pouvoir dire à leurs parents, on a mangé ça, on a mangé ça, on va manger ça. Tout à fait. Vous êtes les précurseurs, effectivement, et vous êtes un exemple en la matière, pour le coup, en ce qui concerne la façon d'apporter l'alimentation dans les cantines, etc. Dans la ville d'Albi, on l'a bien remarqué. Une dernière question, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur tout ce qui vient d'être dit. Allez-y. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, la sensibilisation, notamment des scolaires, est un des outils qu'on a à disposition. Et en matière de gestion des déchets, on s'y attache particulièrement parce que mieux consommer, choisir ses produits, acheter juste la bonne quantité. Et, acheter des lots, ce n'est pas forcément une bonne affaire si on en jette la moitié. Donc agir sur le gaspillage alimentaire, c'est notre dada. Et voilà. Merci beaucoup. La dernière question, mais on y a peut-être déjà répondu autour de cette table. Comment les politiques publiques peuvent-elles soutenir la transition vers une agriculture durable et résiliente face au changement climatique? Donc, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, ça rejoint un petit peu tous les vecteurs qui peuvent modifier un peu nos prises de décision. C'est l'information. Je vais prendre un exemple. Dans le cadre du plan alimentaire territorial, avec la Chambre d'agriculture du Tarn, nous avons passé convention avec une dizaine de producteurs. Ces 10 producteurs sont déjà des producteurs fournisseurs de la cuisine centrale. Nous avons fait une démarche de formation auprès d'eux pour qu'ils accueillent des groupes d'enfants, de leurs clients qui consomment à la cuisine centrale pour aller voir à la ferme. Donc, mais tout ça en accompagnant, par exemple, les agriculteurs ont fait une formation pédagogique parce que c'est vrai qu'avoir un discours efficace envers un enfant de 9-10 ans, il faut savoir le faire. Donc, ça passe par là aussi, quoi. C'est savoir dire les choses, savoir le dire au public concerné pour que demain, ces enfants-là, ils soient un petit peu plus avertis. Savoir lire une étiquette aussi, hein, ça fait partie de ce qu'on fait aussi dans les écoles d'Albi pour voir un petit peu qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais le manger. On a tous entendu parler là, de ce scandale du miel. Et je me rappelle, il y a de nombreuses années, on avait fait un cahier des charges, un appel d'offres pour avoir du miel. Et on avait eu un producteur de miel bio. Le seul problème, c'est qu'il était chinois et qu'il nous livrait avec le conteneur directement dans la cour de la cuisine centrale. Et avec M. Philippe, on s'était posé des questions, on avait dit non, je pense qu'on ne va pas acheter le miel à cette personne. Merci beaucoup. Bon, on peut dire que la plupart des sujets ont été évoqués autour de cette table pour cette petite demi-heure de table ronde. Vous l'avez remarqué, c'est de la transparence entre les différents domaines, à la fois le domaine politique, les éleveurs, les agriculteurs, les personnes qui font le repas, qui font le recyclage. Eh bien, c'est comme ça qu'on avance et que les sujets avancent aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu ici présent, puis on se donne rendez-vous pour une prochaine table ronde qui aura lieu d'ici une petite heure. À tout à l'heure.